Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui les hémorragies digestives, qui est le cours numéro 16 de l'appareil, de l'UE de l'appareil digestif. C'est également l'item 355 pour le futur EDN. Ainsi, les deux supports du cours seront les fondamentaux de pathologie digestive et son chapitre 16, mais également les objectifs des connaissances en hépatogastroentérologie pour le deuxième cycle des études médicales, qui est disponible à cette adresse internet. Et comme il y a quelques incohérences entre les deux, j'ai fait une synthèse. Et une fois de plus, pour les notions qui pourront faire l'objet de questions à l'examen, ce sera uniquement ce qui va être écrit sur ce diaporama et les choses que je vais dire. Commençons par quelques définitions. Donc celle de l'hémorragie digestive, qui est un saignement actif ou ayant cédé. Cette notion de ayant cédé étant fondamentale à retenir et qui se situe dans l'appareil digestif. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'appareil digestif se décompose en un tube digestif et les organes accessoires que sont le foie et le pancréas. Lorsqu'il y a un saignement d'origine du foie, ça va entraîner un saignement dans les voies biliaires et donc ce que l'on appelle une hémobilie. Et au niveau du virsung, le canal principal du pancréas, on parlera de virsungoragie. Il est évident que les signes, les hémorragies digestives sont principalement dues à des origines du tube digestif, mais il ne faut pas connaître, même si elles sont exceptionnelles en comparaison, celles qui peuvent venir des voies biliaires, donc l'hémobilie, et celles qui viennent du virsung, les virsungoragies. Ensuite, par définition, on va distinguer les hémorragies digestives hautes. Et la ligne de séparation, c'est l'angle duodéno-jéjunal, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de l'angle duodéno-jéjunal est une hémorragie digestive haute, tout ce qui est en dessous est une hémorragie digestive basse. Donc, on l'a vu, actif ou ayant cédé. Pourquoi cette notion est-elle aussi importante? C'est que soit l'hémorragie est patente, c'est-à-dire qu'on continue à la voir, soit on ne la voit pas, mais on en voit la partie émerger, c'est-à-dire que c'est une perte de sang, donc il va y avoir une anémie, et par saignement, il s'agit d'anémie fériprive. Ou alors, le patient est en choc hypovolémique, sans signe d'appel clinique, et on verra que le premier signe, la première cause qu'il faut évoquer, sans extériorisation, c'est soit le tube digestif, soit une rupture de l'aorte abdominale. Donc, 3 tableaux, une hémorragie patente, on va voir qu'il peut s'agir d'une hématémèse, d'un méléna, d'une hématokésie, d'une rectorragie, une anémie ou un état de choc sans extériorisation. Maintenant, nous allons voir les définitions des hémorragies digestives patentes que sont l'hématénèse, le méléna, l'hématokésie et la rectorragie. Donc nous allons voir que l'hématémèse signe une hémorragie digestive haute et ce signe est transitif de l'origine haute. Par contre, en cas de méléna, d'hématokésie, de rectorragie, on aura l'impossibilité, dans 100% des cas, à faire le diagnostic. Donc hématémèse, production de sang à la bouche, lors d'un effort de vomissement, et le saignement est par définition au-dessus de l'angle de Tretz, qui est l'autre nom de l'angle duodéno-jéjunal. Comme je l'ai dit précédemment, le méléna, très fréquemment, ça signe une origine haute, c'est-à-dire en amont de l'angle colique droite, et origine haute, ça peut être aussi une hémorragie de l'estomac, duodénum et du grêle. Mais dans ces cas-là, le sang, il a le temps d'être digéré. On verra que ce n'est pas la même chose pour les rectorragies lorsqu'il y a un méléna qui n'a pas le temps d'être digéré. Donc le méléna, c'est l'extériorisation d'un sang digéré qui est noir, malodorant. Ça a l'aspect de goudron et quand je dis malodorant, il suffit d'en avoir senti un une fois dans sa vie pour s'en rappeler ad vitam. L'hématokésie et la rectorragie est une émission d'anus de sang rouge, pour l'hématokésie mêlée au sel, pour la rectorragie non mêlée au sel. Donc il y a deux types de présentation pour la rectorragie.
Celle qui peut être d'origine haute, c'est-à-dire que c'est un méléna qui n'a pas eu le temps d'être digéré, le saignement est important et il y a donc une diminution du taux de l'hémoglobine et le patient peut être en état de choc puisque ce sont des hémorragies extrêmement abondantes. Par contre, il peut y avoir du sang dans les selles sans diminution de l'hémoglobine. Les plus fréquentes sont des origines basses, anorectales, et ce sont les seules qui ne sont pas urgentes, sauf si le saignement est en train de se produire en continu. Donc, on répète sur cette diapositive, seuls les hématémèses, par définition, signent une origine haute. Le méléna, dans 80% des cas, le saignement est en amont de l'angle colique droit, mais on l'a vu que s'il y a un saignement extrêmement important, comme au cours d'une hématémèse, eh bien il peut y avoir une émission de sang à l'anus. Donc ce n'est pas pathognomonique d'une émission de sang au-dessus de l'angle duodénogéninal. Et les rectoragies également, on dit que c'est le côlon et les dernières parties du grêle, et on a bien vu que ça peut être aussi une origine gastro-duodénale, voire même une hémobilie ou une virsungoragie. Mais là, le saignement sera tellement abondant que l'état clinique du patient sera celui, la plupart du temps, d'un état de choc. On a vu donc l'hémorragie digestive haute. On va donc passer maintenant à l'anémie fériprive, puis au choc hypovolémique. Alors, l'anémie fériprive, elle peut révéler une hémorragie digestive infraclinique. On peut avoir un saignement d'un diverticule qui saigne petit à petit et le sang est réabsorbé ou totalement digéré. Et bien à ce moment-là, on n'a pas d'extériorisation, mais l'anémie, c'est une nécessité de rechercher une cause digestive. Et puis, dans des situations cliniques qui sont rares, mais qui peuvent exister, eh bien, quand on a un choc hypovolémique, on va réaliser, en salle dite de déchocage, puisque le patient arrive dans un état hémodynamique altéré, on l'emmène directement en réanimation, donc on appelle ça la partie déchocage dans le langage commun, eh bien, on fait un toucher rectal pour voir s'il y a du sang au niveau de l'anus et on met en place également une sonde gastrique pour voir s'il y a du sang dans l'estomac. Alors quels sont les diagnostics différentiels ? Eh bien on va faire le diagnostic différentiel de l'hémorragie digestive haute puis de l'hémorragie digestive basse. Pour ce qui est de l'hémorragie digestive haute, eh bien on va voir si la production de sang elle n'est pas dans le tube digestif mais elle peut être dans la bouche. Donc on va parler d'hémoptysie, on va rechercher un épistaxis dégluti, alors postérieur parce que l'épistaxis antérieur, le sang va sortir au niveau du nez, et puis il peut y avoir des saignements des gencives abondants qui est dégluti. Et puis, ce peut être autre chose que du sang, eh bien on a le vomissement de vin classique, les betteraves, ou alors des liquides de stase au niveau de l'estomac. Pour ce qui est de l'hémorragie digestive basse, évidemment chez la femme, on recherchera une origine gynécologique, et puis que ça soit chez l'homme ou chez la femme, il y a des composés qui vont ressembler à la couleur noirâtre, le plus classique étant le charbon, qui peut être prescrit dans certaines pathologies, et également la prise de fer par la bouche. Mais, on vous le rappelle, le méléna, il y a vraiment une odeur caractéristique qui va faire que on fera rapidement la différence si on a un odorat normalement développé. Et l'autre diagnostic, c'est l'aspect rouge des betteraves lorsque vous en mangez. Donc les causes, vous les reverrez dans l'item 355 de manière beaucoup plus en détail, mais concernant les questions qui pourront vous être posées, seules les plus de 3 croix sont à retenir. Donc pour les hémorragies digestives hautes, l'ulcère, qu'il soit gastrique, duodénal, et ou s'il y a eu une chirurgie anastomotique, la rupture des varices œsophagiennes et ou cardiales dont on a parlé dans la physiologie du foie et les pathologies de l'hypertension portale, mais également les érosions aiguës
de gastro-duodénal. Pour ce qui est des hémorragies digestives basses, le saignement diverticulaire est la première source de saignement, les polypes ou cancers, et les colites, qu'elles soient infectieuses, ischémiques ou inflammatoires, et bien sûr la pathologie anorectale. Donc, dès qu'il n'y a plus que 3 croix, ces 3 premières étiologies et ces 4 premières étiologies sont à retenir. Alors ensuite, on va évaluer la gravité. Imaginez bien que si le patient a un état hémodynamique altéré, c'est une hospitalisation forcément, la plupart du temps en réanimation. Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'intégralité de ce qui est écrit, mais en particulier les signes de choc, tachycardie, l'hypothymie, c'est-à-dire une baisse de conscience, et des signes de gravité. La baisse de l'hémoglobine, il faut savoir qu'à l'état initial, on peut sous-estimer le saignement. Évidemment, c'est plus embêtant d'avoir une hémorragie chez quelqu'un qui a déjà d'autres pathologies, on appelle ça des comorbidités, et en particulier cardiovasculaires, parce que le système cardiovasculaire va être amené à prendre en charge, en augmentant sa fréquence, si le patient a déjà des antécédents de défaillance cardiaque, le système cardiaque ne pourra pas prendre la suppléance de la baisse de l'hémodynamique. Et puis, l'évolution à court terme, ça va être vraiment l'instabilité hémodynamique qui, malgré le remplissage, c'est-à-dire le fait de transfuser ou de passer des solutés, s'il n'y a pas de rendement, c'est-à-dire qu'on ne rétablit pas une pression normale artérielle, à ce moment-là, c'est un signe de gravité. Il est fondamental de retenir cette phrase, le volume évalué du sang extériorisé est un très mauvais indicateur de gravité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vomir 50 cc de sang et qui peut décéder dans l'heure, mais vous avez aussi à l'inverse quelqu'un qui va pouvoir vomir 2 litres de sang et qui ne décédera pas. Donc le volume extériorisé est un très mauvais indicateur de la gravité. Ensuite, en fonction de la localisation, quel que soit l'hématémèse ou le méléna, vous hospitaliserez le patient dans 100% des cas. Donc, un patient qui présente une hématémèse ou un méléna, vous hospitalisez le patient, même s'il n'y a pas de facteur de risque et de signes de gravité clinique dont on vient de parler. Donc, on reprend de manière textuelle ce que l'on a dit à la diapositive précédente. Rectorragie avec des globulisations, méléna hématémèse égale hospitalisation. Pour les rectorragies, il faut qu'il y ait un retentissement hémodynamique ou un saignement continu pour nécessiter une hospitalisation. Et ce qu'il faut noter également ici, c'est que une hématémèse, un méléna ou une rectorragie avec retentissement hémodynamique sont d'origine haute jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation d'une fibroscopie œso-gastro-duodénale. Donc, à la question « Quel examen devez-vous réaliser en présence d'une hématémèse, d'un méléna et de rectorragie avec retentissement hémodynamique ou saignement continu ?» La réponse est une fibroscopie œso-gastro-duodénale. Lorsque vous êtes face à des rectorragies d'allure canalaire, c'est-à-dire sans déglobulisation et sans retentissement hémodynamique, et qui ne saignent pas en continu, la situation n'est pas une urgence et ça peut être dans une prise en charge différée. Il en est de même pour l'anémie fériprive et vous devez donc la prendre en charge sans urgence, sauf bien sûr lorsque vous avez des signes de gravité, des pertes de connaissance, les chutes, l'hypotension orthostatique, une tachycardie, un angor fonctionnel, c'est-à-dire une douleur thoracique lors d'un effort. Et en l'absence de comorbidité, vous pouvez prendre cette anémie en ambulatoire. Abordons maintenant l'examen clinique.
en débutant par l'examen clinique face à une hématémèse. Donc on se souvient que l'hématémèse est synonyme d'une hémorragie digestive haute. Donc il faut éliminer les diagnostics différentiels dont on a parlé, l'épistaxis et l'hémoptysie pour citer les deux principaux. Et à l'interrogatoire, on va s'intéresser à retrouver des médicaments toxiques pour la muqueuse digestive. Ça sera également les mêmes médicaments pour le jéjunum, l'intestin grêle et le côlon, mais pour l'estomac et le duodénum, la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine sont des classiques pourvoyeurs de saignement par ulcère. Évidemment, un facteur aggravant, un médicament anticoagulant. On a vu que ça peut être un saignement d'origine anastomotique, c'est-à-dire une couture entre deux organes, deux tubes, vaisseaux ou tubes digestifs, donc une chirurgie gastro-duodénale, un antécédent d'ulcère, parce que c'est une maladie qui peut récidiver, l'ulcère gastrique ou duodénal, et puis une maladie chronique du foie, dans le cadre d'un saignement qui là ne sera pas artériel mais veineux, dans le cadre des ruptures des varices œsophagiennes dont on a déjà parlé. Et puis, il faut voir si cette hématémèse est due aussi à un symptôme d'une maladie antérieure, comme la dysphagie ou une douleur ulcéreuse. À l'examen clinique, comme on a parlé des pathopathies, eh bien, il va falloir chercher des signes de cirrhose et ou d'hypertension portale, de regarder s'il y a une douleur provoquée à la palpation épigastrique dans le cadre d'un ulcère gastro-duodénal qui serait également perforé en plus de saigner. Et puis, comme on l'a vu, en cas de doute diagnostique, on peut réaliser un toucher rectal pour voir si l'extériorisation, qui n'a pas été constatée cliniquement, on peut la retrouver avec cet examen. S'agissant des mélénas, on réalise un toucher rectal si il n'y a pas d'extériorisation de sang noir, et on fera, comme on l'a vu, les mêmes éléments que l'hématémèse, puisque le méléna, on dit que dans 80% des cas, c'est un saignement qui est situé en amont de l'angle colique droit, et donc ça peut prendre en charge l'estomac, le duodénum et tout l'intestin grêle. Pour ce qui est de l'hématokésie ou rectoragie, donc mêlée au sel, non mêlée au sel, eh bien on va regarder si le patient a un signe de déglobulisation ou pas, un état de choc. Si un état de choc en bas, eh bien on va rechercher les causes d'hémorragie digestive haute. C'est très rarement anal, rectal ou colique. Donc si le malade est extrêmement déglobulisé et en choc, on va rechercher une hémorragie digestive haute. Par contre, si le malade n'a pas d'état de choc et sans déglobulisation, eh bien on va regarder à l'interrogatoire et à l'examen clinique, est-ce qu'on a un corps étranger intrarectal? Autrefois, c'était la prise de thermomètre, de prise de température intrarectale, qui est en principe maintenant contre-indiquée, on le prend à l'oreille. Et puis on recommence, la possibilité d'avoir des médicaments toxiques de la muqueuse digestive, surtout estomac, duodénum, mais ça peut être tout le reste, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine. Encore la prise d'anticoagulants, et les antécédents de pathologie anale, donc les hémorroïdes en particulier, qui sont des pathologies bénignes, la diverticulitis connue, puisque 80% des hémorragies du tube digestif, le côlon, sont d'origine diverticulaire, et bien sûr le cancer colorectal ou polype. Les examens complémentaires, eh bien évidemment, on va rechercher l'anémie sur une numération formule sanguine. Si le malade est en état de choc, il va falloir avoir une fonction rénale, donc le ionogramme et la créatininémie. L'hémoglobine au bout du doigt donne un chiffre très approximatif, mais en état d'urgence, on va le faire. Si le patient va nécessiter une transfusion, bien évidemment, on demandera son groupe, le résus et la recherche d'agglutinine irrégulière. Et bien sûr, l'hémostase, c'est-à-dire est-ce que le patient est capable de avoir une hémostase, qu'elle soit primaire, donc l'importance des plaquettes, et secondaire avec la recherche du TP et la mesure du TP et du TCA. Venons-en maintenant à l'indication des examens complémentaires. Tout d'abord, je tiens à rappeler que
l'hémorragie digestive est une urgence médicale et que les examens complémentaires dont on va parler vont être réalisés chez un patient qui a un état hémodynamique stabilisé. Donc le début de la prise en charge, examen clinique, interrogatoire si possible du patient lui-même ou sinon de l'entourage, évaluation de la répercussion hémodynamique, pouls, tension, température, état de conscience, le malade est stable ou il n'est pas stable, on le réanime, on a bien su faire le bilan biologique d'un état de choc s'il est présent, on recherche une anémie avec la numération formule sanguine plaquette, on évalue la fonction rénale parce qu'on va peut-être être amené, comme on va le voir, à réaliser un scanner avec injection de produits de contraste, qui n'est réalisé en principe que chez un patient avec une fonction rénale non altérée. Et puis on regarde aussi, comme on va être amené à transfuser le malade, on demande un groupe, un résus, la recherche de RAI, et une évaluation de l'hémostase et des plaquettes pour l'hémostase primaire, TP-TCA pour l'hémostase secondaire. Et donc, ensuite se pose la question d'objectiver, de caractériser la source de saignement. Donc, soit on va le voir entre guillemets à l'œil nu, c'est-à-dire qu'on va les regarder avec une vidéo, et ça sera l'apanage de l'endoscopie, haute pour l'estomac et le duodénum, basse pour l'anus, anuscopie, examen visuel de l'anus, anuscopie, rectoscopie, puis colonoscopie, coloscopie, toujours chez un malade en état hémodynamique stable. Il n'y a qu'un seul cas où on peut le faire chez un malade qui continue de saigner, c'est une endoscopie thérapeutique dans le cadre de rupture de varices œsophagiennes, mais ce sont des cas extrêmement rares, donc retenez que l'endoscopie sera réalisée chez un patient en situation hémodynamique stabilisée. Et puis, dans certains cas, on réalisera un scanner avec injection. Donc, comment ça se fait en pratique ? Eh bien, on introduit un appareil de vidéoscopie par la bouche. On va descendre à travers l'œsophage, explorer l'estomac, passer le pylore et explorer le duodénum. On va jusqu'à l'angle de Treitz. Et donc, on peut évaluer l'intégralité des hémorragies digestives hautes. Par en bas, visualisation à l'œil nu de l'anus, présence d'hémorroïdes, rectoscopie, rectosigmoïdoscopie, puis la coloscopie complète qui va aussi franchir l'angle, la valvule iléocécale dans les premiers centimètres, parce qu'on peut avoir ici des dysplasies, vous le verrez plus tard. Et donc ensuite, on évalue, on regarde l'intégralité du tube digestif à rebours. Et puis si les deux sont négatives et qu'on suspecte toujours une origine digestive, eh bien on va explorer l'intestin grêle avec ce qu'on appelle une vidéocapsule. Voilà, nous en avons fini avec ce cours sur les hémorragies digestives, qui est le cours 16 de votre année d'enseignement, mais qui fera partie, et qui est l'item 355 pour l'EDN. Ainsi, le support est les fondamentaux et le fascicule pour la réforme du deuxième cycle. J'en ai fait une synthèse et je le répète, seul ce qui est écrit ou ce que j'ai dit dans ce diaporama fera l'objet de questions. Nous avons vu les différentes définitions. On a rappelé que l'hémorragie peut être arrêtée au moment où on voit le patient. On a rappelé qu'il y a donc des hémorragies patentes qui se définissent par l'hématémèse, le méléna, l'hématochésie ou les rectorragies, que seule l'hématémèse permet de signer une origine digestive haute, mais que les autres ne peuvent pas signer de manière formelle la localisation du saignement. Nous avons revu les définitions de toutes ces présentations cliniques. Les causes à retenir sont celles qui ont 3 croix et plus pour les hémorragies digestives hautes et les hémorragies digestives basses. Que quelle que soit la présentation pour les hématémèses et les mélénas, on hospitalise le patient. Que s'il y a un retentissement hémodynamique, on hospitalisera le patient. On a redéfini les critères de gravité.
On a vu que l'examen clinique se faisait de manière spécifique pour le méléna. L'hématémèse et le méléna, c'était la même chose. Qu'il y avait une petite variante pour les émissions de sang à l'anus. Que la biologie, l'examen complémentaire biologique était tout d'abord d'apprécier la perte de sang, donc une numération formule sanguine, d'apprécier le retentissement hémodynamique s'il y en a un sur le rein, donc ionogramme créatininémie, qui permettra ou non d'injecter un éventuel scanner, mais qui n'est pas l'examen de référence de première attention, on y reviendra. Comme il y a un saignement, on peut être amené à transfuser le patient, donc il faudra vraiment demander le groupage et la recherche d'agglutinine irrégulière. Et bien sûr, un bilan d'hémostase qui comprendra TP, TCA et plaquettes. Pour les examens complémentaires, bien sûr, c'est dominé par l'endoscopie digestive, et vous verrez plus tard qu'on peut aussi traiter grâce à l'endoscopie digestive, et dans un nombre de cas beaucoup plus rares, on réalisera un scanner avec injection de produits de contraste. Voilà, nous en avons fini, et je vous souhaite un bon apprentissage.